Je remercie les organisatrices, ma collègue Barbara qui m'a, comme on le dit vulgairement, poussé au cul pour proposer quelque chose, me disant « Ah, sur le jeu vidéo, il faudrait qu'on ait quelque chose qui équilibre un peu plus ». Et il se trouve, Charlotte, en effet, qu'au moment où Barbara me pousse au cul, j'attends impatiemment de recevoir cette petite chose absolument mignonne. On était avec Karl tout à l'heure dans le mignon, mais Karl, tu remarqueras quand même que cette petite chose est aussi mignonne que ton visuel de fin de présentation. Petite chose évidemment annoncée sur les réseaux sociaux, ça s'appelle la Playdate. Et c'est une plateforme qui se présente comme un peu nouvelle, indépendante, peut-être disruptive. En tout cas, voilà, je me suis dit qu'à l'occasion d'un colloque consacré à la question des plateformes, ça me permettait de vous proposer une intervention qui croise mon intérêt pour les approches socio-économiques du secteur du jeu vidéo et leur plateformisation, puisque l'expression était utilisée déjà dès cette première journée. Ça m'a rappelé un papier, parce que c'est vrai qu'après quelques années de recherche, on commence à avoir quelques papiers qu'on a écrits, on a oublié qu'on les a écrits, on les redécouvre en faisant un peu sa bibliographie. Alors, je trouve qu'en 2012, à la demande de Chantal Duchet, qui animait à l'époque le séminaire du GRECA, le groupe de recherche du département cinéma audiovisuel, elle m'avait demandé de faire quelque chose sur la distribution dématérialisée des jeux vidéo. Donc je m'étais un peu penché sur la question, et ça m'a permis de voir si l'analyse que je pouvais faire en 2010 et en 2012 avait été validée par la suite de l'histoire. Et puis donc, mes geekeries post-Covid, c'est-à-dire le pré-achat, puisque c'est bien une logique de pré-achat et d'engagement sur l'investissement sur cette machine, d'une Playdate. Il se trouve qu'au moment où je lance le descriptif et le titre de la communication d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore reçue, elle est arrivée en juillet 2021, et je l'ai emportée en vacances, on y a joué avec mes enfants et avec mon fils particulièrement. Il était déçu qu'on n'emmène pas la Switch, mais il jouait à la Playdate, et ça m'a permis d'observer un petit peu les contenus et les interactions qui pouvaient se faire autour de cette machine. Donc je vais en faire un cas d'analyse, mais qui arrivera plutôt dans le troisième temps de cette communication. Je proposais une rapide réflexion sur la notion de plateforme appliquée au secteur et aux usages du jeu vidéo, même si ça a déjà été abordé entre autres par Karl. C'est vrai que je vais me mettre un peu dans la suite de sa prise de parole de cet après-midi. Je vais vous faire un petit rappel historique de la tendance à la plateformisation au sens de services de distribution dématérialisés. Et puis, on verra surgir cette Playdate en fin de discussion, avec l'hypothèse d'une plateforme qui est pensée simultanément comme matériel et service, et qui inverse peut-être certaines formes traditionnelles de plateformisation dans le domaine du jeu vidéo. Alors, première chose, la notion de plateforme dans l'étude socio-éco des jeux. Évidemment, je mets de côté la question des jeux de plateforme, on n'est pas dans quelque chose qui est la question du genre, mais peut-être que c'est le premier sens qu'on va donner au terme plateforme quand un joueur un peu âgé, quadragénaire comme moi, voit apparaître le terme de plateforme. En tout cas, il y a probablement une évolution de la perception de la question de la plateforme dans le jeu vidéo, entre deux approches, la question matérielle, et ce qu'on appelle le hardware, et cette dichotomie classique entre matériel et logiciel qui apparaît dans l'histoire marchande des jeux vidéo, on va dire au milieu des années 70, c'est-à-dire à partir de l'apparition des microprocesseurs d'une certaine façon. Et puis, dans un second temps, ce qu'on va appeler les stores dans le domaine du jeu vidéo, c'est-à-dire des offres de téléchargement, de jeux et de consommation et d'accès aux jeux de manière dématérialisée. Ce qui est certain, c'est que dans la première acception du terme plateforme, on a l'idée évidemment de la structuration d'un marché, par exemple entre consoliers ou fabricants de matériel et éditeurs, par exemple des éditeurs tiers, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des éditeurs tiers qui n'apparaissent qu'à la fin des années 70. Ça relève aussi d'une forme de division du travail qui n'existait pas au départ. Les premiers jeux vidéo de l'histoire marchande des jeux vidéo, c'est-à-dire au début des années 70, sont faits par des gens qui sont autant des concepteurs de matériel que des concepteurs de logiciels. Ça relève du modèle d'affaires que Karl a évoqué tout à l'heure, celui des rasoirs et des lames de rasoir. C'est la manière tout à fait classique, habituelle, de présenter particulièrement le marché de la console de jeu. Moi, j'ai des choses auxquelles je réfléchis un peu en ce moment-là, parce que je me demande si finalement
l'idée de vendre du matériel à prix coûtant, c'est-à-dire au prix de fabrication, n'est pas aussi pensée dans une échelle de temps moyen, d'une certaine façon, qui fait que ce matériel va peut-être être finalement rentable. C'est vrai qu'avec des économies d'échelle, avec une baisse du coût des matériels, forcément il y a une forme de rentabilité. On a quand même quelques cas historiques qui semblent nous dire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça se place dans un modèle qui est celui de l'obsolescence programmée des matériels. Vous le savez, il y a des cycles d'exploitation des machines. Une machine fait suite à une autre machine qui appelle à des réachats. En tout cas, ça s'installe progressivement sur ce marché de la console de jeu, même si probablement ce n'est pas à l'origine de la manière dont le modèle d'affaires est pensé. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette question de matériel, il y a aussi des tentatives assez régulières de chercher à développer des standards matériels. Un des plus connus, probablement dans le domaine du jeu d'arcade, est le standard JAMA, Japan Amusement Machinery Manufacturers Association, pour essayer, dans un souci de rationalisation, de baisser les coûts fixes sur le développement du matériel. Les coûts fixes, c'est ce que vous développez comme financement pour créer des nouvelles machines, les faire fonctionner, etc. C'est dans le domaine de la console, la 3DO par exemple, probablement c'est posé aussi comme une tentative de constituer un standard au début des années 90. En tout cas, c'est pas forcément la voie qu'a emprunté l'industrie, qui a plutôt préféré développer des systèmes propriétaires. Il se trouve que cette petite machine est un système propriétaire. Et puis, un objet, la console à cartouche interchangeable. Évidemment, ce rapport à la plateforme dans le jeu vidéo, ça relève des platform studies. On a deux auteurs autour de la table d'ouvrages dans cette collection des platform studies, Karl et Dominique. Évidemment, ça renvoie à ce rapport très matériel à l'objet. Le jeu vidéo et le marché de la console de jeux vidéo a très vite été rattrapé par des formes de vente, ce qu'on appelle le retail, et la vente au détail particulièrement. Ça a mis en place des réseaux de distribution qui sont essentiels pour la réussite, par exemple, d'une console de jeux vidéo. Si elle n'a pas le réseau de distribution qui lui permet de distribuer ses cartouches, en général, l'exploitation de la machine est un échec. Et puis, évidemment, dans cette dichotomie hardware-software, coût de fabrication des supports, coût de distribution également de ces objets. On a souvent dit, et je reprends les termes de Pierre-Jean Benbosi et Philippe Champy, que l'industrie des jeux vidéo était une industrie native du numérique, ce qui fait qu'elle serait allée naturellement, d'une certaine façon, vers des formes de distribution dématérialisée. Alors c'est là que j'ouvre un tout petit point historique pour dire que cette question de la plateformisation, en tout cas de la distribution dématérialisée ou l'accès dématérialisé au jeu, c'est en fait une histoire assez ancienne quand on se tourne un peu sur le secteur du jeu vidéo. Et si je remonte à l'histoire non marchande des jeux vidéo, c'est-à-dire ce qui se passe avant la tentative de mise en marché des jeux vidéo, autour du succès de Pong, prenons cette date-là, on se rend compte que l'informatique la fin des années 60 et début des années 70 était déjà sur des architectures, on n'appelait pas ça plateforme, on parlait de rapports serveurs terminaux, et qu'une proposition qui est souvent rappelée dans les histoires du jeu vidéo, qui s'appelle Plateau, permettait aux États-Unis de relier les collèges, de relier les high schools à des serveurs en ligne, et serveurs sur lesquels on sait que des listings de jeux existaient, étaient disponibles. Si vous lisez la deuxième partie de Philosophie des jeux de Mathieu Triclot, vous verrez que Mathieu utilise précisément ces listings pour, par exemple, constituer des grandes gammes de types de jeux. Et puis, et ça c'est le papier de 2012 qui me l'a rappelé, en fait on a toute une série de tentatives de s'extraire de la distribution matérielle des objets, des tentatives qui évoluent historiquement parce que, c'est intéressant, la première moi que j'avais relevée qui était le CVC Gameline pour Atari, n'était pas du tout du fait du constructeur de la machine. Atari, c'est un éditeur tiers qui tente d'utiliser la machine d'Atari pour proposer un service de téléchargement en ligne par modem téléphonique. Play Cable pour Intellivision, du côté de Nintendo, le Famicom Disk System, alors là on n'est pas sur quelque chose de connecté, mais on va dans les magasins pour
télécharger des jeux sur des disquettes effaçables. Évidemment, le secteur de la distribution est mécontent parce que ça fait du manque à gagner, donc on va abandonner assez rapidement cette histoire-là. Mais Nintendo revient, et ça Dominique le sait bien, avec des systèmes autour de connexion par satellite. D'abord pour la Famicom, ensuite pour la Super Famicom, quand Sega aux États-Unis développe aussi des possibilités de charger des jeux dans une époque de la fin des années 80, début des années 90, où ces jeux sont assez légers en termes de poids, le poids qu'ils représentent en termes de téléchargement. Et puis, il y a des choses très locales, hein. Cocorico, on a fait une histoire de jeux vidéo en France avec Guillaume Montagnon, C2 Points, précisément, est une chaîne satellitaire qui, au milieu des années 90, permet de télécharger par le satellite des jeux pour PC. Voilà. Et en même temps qu'on regarde des programmes, on récupère de la donnée par connexion satellitaire. Donc on voit que c'est une histoire en fait assez ancienne, cette histoire de la dématérialisation, avec probablement plusieurs choses à relever. Tout d'abord, je l'ai dit, on passe d'acteurs extérieurs au monde des consoliers pour passer à des oligopoles restreints du marché, hein, c'est-à-dire les quelques acteurs qui vont par exemple animer le marché de la console, qui vont prendre à leur charge le fait de développer leurs infrastructures pour distribuer de manière numérique. Première chose. Deuxième chose, on voit apparaître des produits d'appel, d'une certaine façon, comme des exclusivités. La Satellite View de la Super Famicom, si vous êtes japonais et consommateur de jeux vidéo, vous allez peut-être être intéressé d'y aller parce que vous avez des remakes de grands succès des années 80 de Nintendo qui sont disponibles en exclusivité dessus. Pour rejoindre ces services, on passe par ces logiques de produits d'appel. Et puis, on a également des choses assez intéressantes dans des liens très forts avec les gens qui créent les infrastructures, que ce soit les câblo-opérateurs ou les opérateurs satellites. Et on voit très souvent que s'abonner à un service satellite permet d'accéder à cette offre de jeux dématérialisés. Alors évidemment, dans un colloque consacré aux plateformes, et j'en termine là sur la présentation un peu générale, il y a ce digital turn des jeux vidéo, c'est-à-dire que les machines évoluent. Par exemple, la génération du disque dur est un marqueur tout à fait intéressant dans les années 2000 pour peut-être permettre ce type de modèles de distribution. Le matériel évidemment est connecté, d'abord les modems téléphoniques, puis l'arrivée du haut débit. Et puis à côté de ça, dans le monde occidental, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique du Nord, il y a le développement d'infrastructures d'accès à Internet qui vont permettre sur les territoires d'exploitation de pouvoir avoir les moyens de charger des données qui, de leur côté, sont plutôt en train de se développer et s'alourdir. Pour que ces systèmes se mettent en place, il faut aussi qu'il y ait des usages qui se soient installés, on le rappelle peut-être pas suffisamment, mais le MP3 et l'industrie musicale, bien avant une industrie nativement numérique comme le jeu vidéo, grâce à ce format de compression, ou à cause de ce format de compression, dû d'une certaine façon se tourner vers ces solutions, en même temps qu'on voyait des utilisateurs beaucoup moins attachés à avoir le CD, son fourreau et sa petite notice. On retrouve, mais c'est des questions qui ont été posées autour de Netflix, des services qui sont régionalisés. On retrouve trois grandes zones pour ce qui concerne le secteur du jeu vidéo, les États-Unis, le Japon et l'Europe. Et puis, voilà, je vous en ai rassemblé quelques-uns, mais même en relisant cette liste qui date d'il y a 11 ans, il y en a déjà qui ont disparu d'une certaine façon. Il y en a dont on avait oublié l'existence, et puis il y en a qui se sont imposés. Parfois par hasard, les phénomènes industriels sont souvent le fait d'opportunisme. Steam, par exemple, c'est toujours bon de rappeler, quand je le dis aux étudiantes et aux étudiants dans mes cours, ils sont souvent étonnés, que c'était quand même au départ un client pour télécharger des cartes sur Counter-Strike, et puis que de cet objet et de son succès est née cette plateforme dominante de la distribution de jeux pour PC en ligne. Here's a new challenger. Voilà, elle arrive il y a à peu près 1 an et demi, en avril 2022. Alors évidemment, il faut que je trouve une position qui est celle d'un chercheur. Je suis un early adopter, je faisais partie du groupe 4, puisque évidemment il y avait une sorte de liste d'attente qui s'était mise en place pour obtenir cette machine-là. Donc j'ai essayé d'avoir une position, et vous allez voir que je vais quand même être assez critique d'une certaine façon, sur cet objet-là. Charlotte, il me reste combien de temps? Oh là là, j'ai vu qu'on était parti vers 19, mais c'est vous qui me faites un... Ouais, ça va, on est bon.
Bon, bah voilà ce que ça m'a coûté. Allez, j'assume. Je sais que ma femme est sur Zoom, donc elle va hurler à quelques kilomètres d'ici. Bon, voilà, on sortait de la pandémie, on avait besoin de peut-être... Voilà. Merci Roxane. J'aime ce geste qui dit, allez, ouais, on y va, allez, on jette sa culotte par-dessus les moulins, comme on dit en France, et on se permet une dépense qui n'est probablement pas nécessaire. Bon, en même temps, on est fonctionnaire, on a un traitement, on n'a pas perdu, grâce à Dieu, de salaire, etc. pendant cette période. On a moins dépensé, bah oui, on a moins dépensé, ça va être intéressant de voir aussi que le jeu vidéo a connu un moment faste autour de la pandémie. Ce courrier-là, il date d'il y a 2 ans et demi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est complètement inédit dans le domaine du jeu vidéo. J'ai une plateforme de jeux vidéo, elle est annoncée, on va la précommander, mais on va... alors je vais prendre des références françaises, à la FNAC par exemple, ou chez Darty, et on la trouve, et on l'achète, et elle est disponible. Bon, c'est même que parfois, le fait de ne pas avoir accès à la console est peut-être une stratégie pour la rendre rare, désirable, etc. Bon, donc ça c'est déjà quelque chose d'assez étonnant par rapport à cet objet. Il coûte assez cher, alors qu'il est assez minimaliste, et qu'il faut s'armer de patience d'une certaine façon pour l'obtenir. Alors, qui sont les acteurs derrière cet objet ? Première surprise, on trouve une compagnie de logiciels qui s'appelle Panic Inc., qui a une certaine histoire. Elle a été fondée à la fin des années 90 et elle s'est spécialisée dans les applications pour Mac OS. C'est une compagnie américaine installée dans l'Oregon. Elle fait des lecteurs MP3, des outils de développement web, du transfert FTP, on est très loin du jeu vidéo. Et puis elle se lance dans l'édition de jeux vidéo indépendants, alors de manière assez étonnante, c'est-à-dire avec succès. Elle est l'éditrice de 2 jeux, Firewatch d'un côté, Untitled Goose Game de l'autre, c'est-à-dire 2 jeux qui ont assez largement marqué l'actualité des sorties de jeux vidéo, mais elle se limite à une approche qu'on dirait hyper qualitative de l'édition de jeux indépendants. C'est-à-dire très peu de projets, 2 jeux depuis 2016, il y en a un qui est annoncé, et des jeux qui, d'une certaine façon, vont réussir à avoir une certaine renommée dans le secteur du jeu vidéo. Elle travaille pour ce projet-là avec une entreprise qu'elle est allée trouver en Suède, qui s'appelle Teenage Engineering, et quand on va se renseigner un peu sur cette entreprise, on se rend compte que c'est une entreprise plutôt de conception de design d'objets techniques, par exemple des synthétiseurs de poche qui sont assez réputés du côté de Teenage Engineering, mais on voit que de temps en temps, ils ont répondu à des appels d'offres pour des uniformes ou des choses assez étonnantes. Et quand on regarde les objets techniques que Teenage Engineering a conçus, on retrouve des objets, par exemple ces fameux synthétiseurs qui sont inspirés de design de calculatrices des années 70, qui sont inspirés de Game & Watch, c'est-à-dire de jeux électroniques de marque Nintendo du début des années 80. Si vous en avez dans vos greniers, vous êtes riche à millions, donc gardez-les bien ou vendez-les bien cher. Ces 2 entreprises ont travaillé donc ensemble sur ce projet-là, avec quelque chose qui marque tout de suite, évidemment le minimalisme de l'objet, mais également, et vous le voyez à distance, le choix d'un écran qui est tout à fait contre la tendance. C'est un écran en noir et blanc qui est là, qui demande d'ailleurs un éclairage suffisant pour être vu. En tout cas, il est assez certain que c'est un objet, pardon, excusez-moi, je monte de ce côté-là, je vois. C'est un objet qui fait le choix, et je vais l'arrêter une seconde parce qu'il joue sa musique, je t'en une partie. C'est un objet qui fait le choix d'une désenchère technique, une forme de downgrading, qui va à l'encontre des fameuses logiques d'obsolescence programmée, celles qui sont dans la recherche continue de performance de génération en génération, si on prend cette expression-là. L'interface est tout à fait limitée, la croix multidirectionnelle, 2 boutons, et ce qui est devenu un marqueur un peu de cet objet, cette manivelle. Donc vous voyez que cette machine est équipée d'une petite manivelle, de crank en anglais, marqueur de la plateforme. Elle ne sert pas à recharger la plateforme, alors ça je le dis parce que là pour avoir fait une petite réception par la presse, c'est vraiment l'information qui est mise très en avant. Ça ne sert pas à recharger la plateforme, mais c'est une interface qui permet de jouer à de nombreux jeux qui sont proposés sur la plateforme.
L'écran est en noir et blanc et les applications ont une taille limitée, quelques mégas pour faire fonctionner des jeux. Donc on est dans quelque chose de complètement anachronique par rapport à ce qu'est le secteur et le milieu du jeu vidéo. Évidemment, c'est accompagné d'un discours, et ça c'est étonnant, parce que je veux dire, quand Microsoft, quand Sony ou quand Nintendo font des plateformes, ils ne vont pas avoir un discours autour de la création, autour, et on va le voir, d'un terme qui apparaît même dans les propos mêmes, hein, si on se réfère au site internet de cette structure, des propos sur la curation que propose cette plateforme. Le discours, c'est d'offrir une plateforme au secteur du jeu vidéo indépendant, à des structures qui sont réduites, sans financement d'un publisher, d'un éditeur, voire peut-être au développement amateur, si on pense aux travaux de Pierre-Yves Urel. En tout cas, voilà une plateforme qui prend en compte la possibilité pour les amateurs de proposer leur jeu. Les coûts fixes, alors ça c'est une hypothèse, les coûts fixes, hein, donc c'est-à-dire l'argent investi pour produire le prototype et la mise en production de cet objet-là sont a priori plutôt modérés, quoique on a quand même au cœur un processeur qui est un processeur actuel, hein, et très, très actuel conçu pour les objets mobiles. On a des coûts variables évidemment qui vont être liés à la demande puisqu'on réserve sa machine, donc elle est produite au fur et à mesure de la demande. Ça évite, ça empêche d'avoir d'une certaine façon des économies d'échelle, mais ça évite de produire du surstock et de se retrouver avec des machines qui ne vont pas pouvoir trouver le marché. On a ces systèmes de groupes, hein, je vous disais, moi j'étais groupe 4 hein, pour recevoir ma machine et j'étais informé par mail assez régulièrement d'où en était ma commande, est-ce que la machine était fabriquée, est-ce qu'elle était dans les entrepôts, etc. Alors elle est annoncée pour juin 2021, mais comme on l'a dit ce matin, voilà, la crise du Covid arrive et en raison de retard dû à la crise du Covid, ce n'est qu'en avril 2022 que les premières machines seront livrées. Un mot du choix du nom de cet objet. Cet objet s'appelle Playdead. Alors ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, dans un premier temps, c'est beaucoup plus à se qualifier par le game. Et d'une certaine façon, Playdead, c'est peut-être dépasser le game, hein, la Game Boy, la Game, alors je vais le dire à la française, parce qu'on le prononçait comme ça, petit français, on appelait ça la Game Gear. La Game Gear, c'est la console portable de Sega. On parlait de Game System. Pour rejoindre le Play, alors évidemment derrière il y a quand même un géant de l'industrie qui est Sony avec sa PlayStation, mais ici c'est la Playdead, donc c'est pas sous l'empire de la structure, la Station, hein, qui permet d'accéder au Play, mais plutôt du temps consacré au jeu. Playdead, dans la définition qu'on en trouve dans un dictionnaire de langue anglaise, c'est l'heure et le temps, l'horaire, le rendez-vous et le temps fixé par les parents pour leurs enfants pour jouer avec d'autres enfants. Donc ça pose cet objet-là dans un rapport peut-être différent au jeu et aux jeux vidéo. C'est une logique de rencontre, mais on va le voir aussi, c'est une logique de curation. Bah oui, le rôle des parents, c'est d'organiser le temps de jeu des enfants, leur temps de socialisation, et c'est d'une certaine façon ce qu'engage cet objet. C'est un date entre des joueuses et des développeuses, d'une certaine façon. C'est un date entre une plateforme et une communauté de créateurs et créatrices. Je reprends cette idée de Colin Seed que je trouvais assez brillante dans ses travaux sur la distribution des jeux vidéo en France. C'est une surface de contact, l'expression est empruntée à Fernand Braudel, qui permet ces contacts entre différents intervenants autour du jeu vidéo. Et puis il y a le modèle d'exploitation. Le modèle d'exploitation, il interroge parce que, ça y est, on a fichu les rasoirs et les lames de rasoir à la poubelle, et on marche probablement un peu largement sur la vente de cet objet, vu le tarif que je vous ai indiqué tout à l'heure. À l'acquisition de la console, à quoi a-t-on accès? Eh bien, on va avoir accès à 20 programmes originaux qui sont issus de la création indépendante et qui vont se déclencher chaque semaine. Un nouveau ou deux nouveaux programmes va s'installer automatiquement sur cette machine. Et donc, je vais avoir une petite alerte le lundi. Voilà, qui dit, ah, un nouveau programme est là, et il y a une curation de 24 programmes qui ont été faits. J'arrive vers la fin. Cette diffusion de soft par saison, deux jeux, un jeu ou deux applications, parce qu'il n'y a pas forcément que des jeux, il n'y a pas une petite application de création musicale par exemple, dès la mise en route de la machine, donc il y a quelque chose qui est défini par l'usager, l'utilisateur, c'est lui qui amorce la question de la saison et de sa mise à disponibilité.
avec un retour à une forme de compte-gouttes ou de linéarité, ce qui avait frappé au moment de Disney+, c'est-à-dire cette idée, il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir l'épisode suivant. Et de fait, vous n'allez pas être dans une orgie comme ça de jeux dans lesquels, non, on va vous les donner petit à petit pour savourer d'une certaine façon chaque proposition. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte intéressante du temps de jeu et du plaisir de la découverte versus ce qu'on appelle parfois l'indie apocalypse, c'est-à-dire cette suroffre de titres indépendants, particulièrement renforcée ces derniers mois. On sait qu'on est dans un moment très très compliqué pour le jeu vidéo indépendant. Pourquoi? En 2 mots. Covid, crise de Covid, donc arrêt des productions, donc retard, délai des sorties des jeux. Et puis de l'autre côté, des financiers qui voient que la pratique du jeu vidéo, mais non, elle se porte très bien là, pendant ce temps de Covid. Et j'arrête pas de jouer, c'est formidable. Investissons dedans, mes chers actionnaires. Bon, donc d'un coup, des financiers qui sont venus très en force dans le 2e semestre 2020 et qui ont voulu financer des jeux vidéo. Le problème, c'est que les retards et les délais, ça a fait qu'il y a eu un embouteillage des sorties un an et demi plus tard, duquel on est encore, d'une certaine façon, dans lequel on est encore. Donc une baisse des bénéfices, les gens n'ont plus besoin de jouer. Ah, vous ne regardez pas, Charlotte. Ah là 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 là, il faut siffler, faut pas hésiter. Baisse des bénéfices et évidemment retrait immédiat des financiers. C'est la crise en ce moment et les messages sont assez alarmistes du côté des studios indépendants. Logique de contre-pied, et j'en termine, on reste sur une plateforme propriétaire, on est sur ces jeux qu'on va dire modestes et alternatifs, modestes dans leur forme, des petites expériences courtes, des petits formats, je vais vous montrer un peu, très souvent, qui revisitent les formules de jeux vidéo, qui les remettent au goût du jour, qui lit des questions narratives avec, pour le coup, un propos un petit peu innovant, nouveau, mais qui le lie à des formes, par exemple, qui vont utiliser cette manivelle. Des produits d'appel aussi, alors c'est un des premiers jeux qui est lancé. C'est un jeu qui est signé par Keita Takahashi. Keita Takahashi, c'est le créateur de jeux vidéo début des années 2000, type Katamari Damacy sur la PS2, qui étaient des jeux qui avaient vraiment marqué l'imaginaire, la créativité des jeux vidéo. C'est quelqu'un qui s'est retiré du jeu vidéo et Panic le fait revenir pour un nouveau titre, Crack in Time, qui est confié à lui et à un second développeur. Donc, on retrouve quelque chose qui est aussi, on sait réutiliser les vieilles recettes pour faire venir le public à cet objet. Voilà ce que ça donne, mais je la laisserai circuler, ou n'hésitez pas à me voir, je la prête très volontiers. Des objets assez limité visuellement, mais en tout cas pour y avoir joué cet été, des vraies qualités ludiques, une vraie curiosité sur cet objet. J'en arrive à ma conclusion. Avec cet objet-là, on a d'une certaine façon une logique de curation qui vient s'opposer à celle de distribution. Les plateformes, elles distribuent, elles sont là pour distribuer absolument tout. Non, on n'aura pas absolument tout là-dessus, précisément, on aura des choses qui sont liées au système propriétaire qui est ici. Alors, d'une certaine façon, cette logique de curation, l'industrie sait aussi s'en emparer, puisque des offres d'abonnement de type Game Pass, relèvent peut-être aussi de cette volonté de sélectionner des propositions de jeux, où payer une somme à l'année, et puis des intervalles différents, des jeux vous sont accessibles pendant quelques mois, voire un an, pour pouvoir y jouer. On retrouve une logique d'exclusivité, là où les plateformes sont parfois tournées vers des jeux multiplateformes, précisément. Et Steam vous permet de jouer à des jeux qui sont accessibles sur la Xbox ou le PSN. Alors c'est garanti par ce que j'appelais l'exotisme de la plateforme, mais, et c'est là que ça commence à être un peu moins rigolo, c'est aussi permis probablement par des formes alternatives de travail. Là, je renvoie aux travaux d'Afracare, c'est-à-dire qu'on sait que des gens sont formés à la création de jeux vidéo, ils sont d'ailleurs assez nombreux, mais ils n'arrivent pas à être absorbés par le secteur. Et comme ils ne sont pas absorbés par le secteur, ils trouvent des formes de travail alternatives, souvent mal payées, souvent, je le vois en France, payées par des minima sociaux, etc., pour faire des jeux. Et d'une certaine façon, cet objet-là se place aussi à cet endroit-là. Il y a ce travail qui est fourni, il y a ces gens qui font des jeux, et on va leur dire, parce que si vous allez sur le site de Playdead, vous restez très accueillant, venez, etc. Je termine, logique de distribution versus mass market.
On a des pratiques, des contenus, des objets, des dettes, un marché de niche. On est dans un objet qui me distingue. Là. Je suis un joueur distingué par rapport aux pratiques mainstream en ayant cet objet-là. Bah oui, je suis universitaire, j'ai du capital, pas beaucoup de capital économique, plutôt du capital culturel et un peu de capital symbolique, du capital social, vous tous et toutes, autour de moi. Mais voilà, je me distingue avec cet objet. Ça, c'était une des stratégies de PlayStation, on l'oublie, hein, la PlayStation, elle s'était marquée sur une logique de distinction, mais ici, évidemment, c'est poussé un cran plus loin. C'est le marqueur enfin d'une banalisation technique. C'est vrai que la possibilité de développer ces services est aujourd'hui plus accessible et en même temps un retour de la matérialité de la plateforme. Alors est-ce que c'est un modèle vertueux? Est-ce que ça renvoie vers un jeu vidéo décroissant? En tout cas, ça propose des expériences courtes dans le cadre d'une décroissance technique. Mais néanmoins, vous l'avez vu, cet objet est fabriqué en Malaisie. Il est probablement, pour arriver dans ma boîte aux lettres, au 35 rue Laplace à Colombes, il est passé de la Malaisie aux États-Unis, des États-Unis jusqu'à l'Europe. Il a probablement une empreinte carbone assez terrible. Néanmoins, peut-être qu'il préfigure le jeu vidéo dans 50 ans, c'est-à-dire un jeu vidéo avec moins de métaux rares, moins de matières premières, moins de capacité de calcul. Pour en discuter récemment avec quelqu'un qui préparait un programme autour du jeu vidéo dans un moment, il me disait que des gens étaient en train d'imaginer en ce moment de créer, alors c'est assez étonnant, des fermes de Wii, hein, la Wii qui est sortie en 2006, il y en a des centaines de millions qui ont fait leur empreinte carbone en fait depuis, rassembler ces fermes de Wii, évidemment les réinstaller et faire du jeu en ligne à partir de ces fermes de Wii, c'est peut-être à ça qu'on jouera dans un temps, et peut-être que cet objet, avec ses ratés et ses réussites, le préfigure. Je vous remercie pour votre attention.